Bonsoir à toutes et à tous, et j'aimerais tout d'abord remercier vivement Iker Basque de l'honneur qui m'est fait de vous présenter cette conférence ce soir. J'aimerais aussi saluer tous mes amis et collègues du Pays Basque avec lesquels nous collaborons depuis bientôt 3 décennies, et en particulier Itziar, qui a été ma première thésarde sur le domaine de la langue basque. Je vais vous parler, il n'y a plus le titre ici, mais véritablement du sujet annoncé, c'est-à-dire la question du rôle du langage et de sa maîtrise dans le développement psychologique humain. Comme Itziar vient de le dire, cette approche se fait dans un cadre théorique bien précis, qui est une orientation que je vais défendre fermement, tout en étant conscient que sur le type de problème que j'évoque, la vérité absolue est quelque chose de bien difficile à trouver, mais avec une conviction qui est il faut défendre ses positions tout en sachant que les problématiques auxquelles on s'adresse sont des problématiques véritablement difficiles et que la vérité n'est pas véritablement notre objet. Alors, ce cadre est l'interactionnisme socio-discursif qui est élaboré depuis Genève. Ah, il faudrait que j'ai mon... Où est-ce qu'il est mon PP? Il a disparu? J'avais un PowerPoint ici, mais... Bon. On l'a installé tout à l'heure. Merci. Donc, l'interactionnisme socio-discursif est une résurgence récente d'un courant extrêmement ancien qui s'est développé surtout au début du XXe siècle dans les œuvres de Vygotsky en Union soviétique, de George Herbert Mead et Dewey aux États-Unis, de Vallon et Émile Durkheim en France, de Bühler en Allemagne, etc. Quels sont les principes généraux de cet interactionnisme social? Tout d'abord, une position évolutionniste et moniste par rapport aux sciences humaines, à savoir, il est indispensable de penser le développement humain en termes de continuité avec les autres formes de vivant, et d'autre part, il est tout aussi indispensable de réfléchir sur les différences, la rupture que constitue l'espèce humaine, et donc s'interroger sur les conditions de ce passage de processus hérités aux processus nouveaux, aux capacités nouvelles, notamment la pensée consciente, le langage et l'histoire. Deuxième principe, celui de l'interdépendance des phénomènes sémiotiques et sociaux, et ceci est une réaction au positivisme simpliste. Le positivisme n'est pas toujours simpliste, mais il y a une interprétation simpliste qui découpe les objets des sciences humaines, et ces auteurs que je viens de citer avaient tous la conception qu'il était nécessaire d'établir une seule science intégrée de l'humain. Troisième élément qui vient plus particulièrement de l'œuvre d'Émile Durkheim, qui est importante, ce que j'appelle le double ancrage des entités psychiques. Les éléments psychiques n'existent pas seulement dans le cerveau des personnes individuelles, ils existent aussi dans les phénomènes collectifs, culturels, sociaux, etc., dans ce que Dilthey appelait des mondes d'œuvres et de culture. Quatrième élément commun à tous ces auteurs, le rôle décisif des activités formatrices. Le rôle décisif
de l'éducation et des activités de formation. J'ajoute à ça, et c'est en rouge ici, l'idée qui était défendue par Vygotsky et par Bühler en particulier, mais pas par tous, que le langage jouait un rôle décisif dans la constitution et le développement de la pensée consciente humaine. De ce point de vue, le projet de l'interactionnisme sociodiscursif, qui est élaboré depuis donc une vingtaine d'années dans le cadre, certes, à partir de Genève, mais dans un réseau international aujourd'hui assez important, c'est d'essayer de valider cette thèse du rôle constructeur du langage, par toute une série de recherches différentes qui portent d'abord sur la réflexion sur ce qu'est le langage humain, avec donc des analyses techniques, linguistiques, des propriétés et des formes de manifestation de l'activité de langage, par des recherches sur le développement du langage et sur son enseignement. On a parlé à l'instant des recherches en didactique des langues, antérieurement des recherches que l'on appelait en psycholinguistique développementale, et enfin par des recherches sur les effets de la maîtrise du langage sur le développement psychologique tout au long de la vie. Le premier point sera donc quelle conception du langage? Alors, c'est une problématique aussi vieille que la philosophie, complexe et longue, dans laquelle on peut dire qu'il y a une conception toujours dominante depuis le Cratyle de Platon, en passant par les propositions de l'Organon d'Aristote, par la grammaire de Port-Royal et aujourd'hui par la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky, qui s'inscrit clairement dans la lignée de Port-Royal. Je dirais que cette position, et je peux guère la discuter amplement ici, est une position de principe sur ce que le langage devrait être. Et c'est très clair dans la position de Platon et du Cratyle. Il y a des raisons philosophiques. Le langage devrait exprimer la vérité des choses. Et il y a des raisons politiques, sociopolitiques. Le langage devrait faire en sorte que les gens se comprennent véritablement, que l'intercompréhension soit assurée. Et je dirais que c'est à partir de ces deux principes que s'établisse une approche des signes en termes conventionnalistes, qui est aussi vieille que l'Organon d'Aristote, qui n'a pas trop changé jusqu'à Saussure, à savoir, nous avons d'abord des idées bien organisées, et puis les langues mettent des étiquettes différentes, particulières, sur ces idées qui préexistent au langage. Préexistence des entités cognitives par rapport aux entités sémiotiques, c'est un premier point. Deuxième point, qu'on peut appeler logico-grammatical. Chez Aristote, les structures des langues sont de fidèles messagers de la logique du monde. Les structures des langues reflètent une logique qui est dans le monde. À Port-Royal, on dira une logique qui est dans l'esprit. Et dans la grammaire générative, on répétera les langues traduisent, les structures des langues traduisent une logique qui est d'abord une logique de l'esprit. Cette position est toujours dominante aujourd'hui, si bien que je m'adresse, moi, depuis une position minoritaire, qui est fondée sur les difficultés de cette approche. Première difficulté permanente depuis 25 siècles, comment expliquer l'extraordinaire diversité des langues naturelles? S'il n'y a qu'un monde, s'il n'y a qu'un esprit, pourquoi y a-t-il 6000 langues différentes avec autant de structures différentes? Le scandale de la diversité des langues est permanente et n'est pas réglé par les courants de type générativiste. Et ce qui va de pair, capacité de ces théories de prendre en compte le changement linguistique, changement qui est permanent. Les langues évoluent en permanence. Comment et pourquoi évoluent-elles? Et enfin, comment penser, qui est un problème adjacent, le rapport entre
la structure des langues et l'organisation des activités de discours ou de production. Alors, je vais faire référence à un auteur dont vous voyez ici deux états différents. Ferdinand de Saussure, lors de ses études à Leipzig en 1800, je ne vais pas le vieillir trop, 1879, à l'époque où il a rédigé le seul écrit réel publié, le mémoire sur les voyelles en indo-européen, qui est un extraordinaire texte, on peut dire de linguistique historique et comparée, mais qui est en même temps un texte fondamental de linguistique générale. Saussure a publié ce texte à 19 ans. Ensuite, il est allé à Paris, puis il est venu à Genève. Pendant ce temps, il a travaillé énormément, mais il n'a plus rien publié. Et vous le voyez là, à la fin de sa vie à Genève, à l'époque où il a donné 3 cours de linguistique générale. Si bien que Saussure est un linguiste extrêmement connu et dont on peut dire qu'il est méconnu. Pourquoi méconnu? Parce que pas de publication de son vivant, pratiquement pas. Extraordinaire de savoir qu'on peut être le linguiste le plus célèbre sans avoir vraiment publié pendant sa vie. Et le cours de linguistique générale qu'il a rendu célèbre a été rédigé par 2 de ses successeurs qui n'avaient pas assisté à ses cours et à ses enseignements et qui ont créé ce texte sur la base des notes d'étudiants, quelques notes d'étudiants, dont on sait aujourd'hui, surtout Saussure avait de bons étudiants bien formés pendant sa période parisienne, mais quand il est arrivé à Genève, les étudiants ne comprenaient pas grand-chose à ses cours, n'étaient pas formés du tout, et c'est l'exploitation de ces notes qui a donné le cours de linguistique générale. Si bien que, avec Ekaterina Buléa ici présente et d'autres, nous retravaillons sur le corpus de Saussure retrouvés, qui sont de nouveaux cahiers d'étudiants qu'on peut réexploiter, et surtout à peu près 5000 feuillets manuscrits de Saussure sur ses propres travaux. Et puis finalement, on a retrouvé très accidentellement, il y a maintenant une dizaine d'années, dans l'hôtel familial de Saussure à Genève, les ouvriers ont cassé un mur et ils ont trouvé une bibliothèque de Ferdinand de Saussure avec notamment 2 manuscrits de linguistique générale qu'il était en train de préparer en 1890, 91, 92, les datations